devant l'Arc de Triomphe. Il s'agit d'une place qui a été construite dans les années 1850 sous l'impulsion du baron Haussmann, qui était à l'époque le premier ministre de Napoléon III. Cette place va d'abord porter le nom de place de l'Étoile, puisque de cet endroit vont partir 12 artères, 12 grandes avenues qui forment les branches d'une étoile et dont la principale est certainement l'avenue des Champs-Élysées. À l'entrée de chacune de ces avenues sera construit un hôtel particulier. Il y en a 12 au total, qu'on va appeler les hôtels des maréchaux, et ils vont tous être construits avec une façade identique dans une volonté d'uniformisation de l'architecture. Et je vais justement vous montrer l'un d'entre eux. Il s'agit de l'hôtel Landolfo de Carcano, actuellement le siège de l'ambassade du Qatar à Paris. Il était considéré au XIXe siècle comme la maison la plus artistique de la capitale, mais il est encore aujourd'hui un endroit méconnu du grand public. C'est en 1868 qu'Adèle Cossin fait l'acquisition de cet édifice. Il est le symbole de sa réussite sociale et servira d'écrin à sa collection d'art. La même année, celle qui deviendra marquise de Carcano par son mariage en 1889, commande à l'artiste Gustave Ricard son portrait. Une œuvre qui mesure près de 2 mètres et qui se trouve aujourd'hui conservée dans les réserves du Grand Palais. La décoration intérieure de l'hôtel particulier témoigne du goût prononcé d'Adèle Cossin pour l'art. Les tableaux sont accrochés bord à bord par imitation avec l'accrochage en vigueur dans les musées à ce moment-là. Le style est typique des grandes demeures bourgeoises et aristocratiques de l'époque. Il reflète l'éclectisme du Second Empire avec un mélange de mobilier Renaissance, XVIIe et contemporain. Au plafond se trouvent des décors représentant les déesses de l'amour et de la beauté dans la mythologie grecque, Psyché et Vénus. C'est à son ami Alexis-Joseph Mazerolle, grand artiste de l'époque, qu'Adèle Cossin confie ce travail. Le triomphe de Vénus, peint sur le plafond du premier étage, rappelle symboliquement la beauté d'Adèle Cossin et son triomphe sur la capitale. Pourtant, son parcours a été jonché d'obstacles. Née dans une famille défavorisée de l'Est de la France, elle est la fille d'un teinturier local. Mais naître femme et pauvre sous le Second Empire est un statut difficile. En effet, la scolarisation des petites filles n'est pas obligatoire. Pour celles qui parviennent à aller à l'école, on leur y apprend les travaux d'aiguille et comment gérer son foyer. Mais rien qui ne leur permette de s'élever socialement et de bénéficier des retombées économiques de la révolution industrielle. Le Code Napoléon de 1804 place les femmes mariées sous la tutelle de leurs époux. Elles ne peuvent exercer juridiquement leurs droits. La femme célibataire est quant à elle exclue de la société qui ne lui vient pas en aide. Néanmoins, ce statut l'autorise à gérer sa fortune comme un homme. Pour survivre, elles vont être nombreuses à se tourner vers la prostitution. Les demi-mondaines, qu'on appelle aussi courtisanes, sont celles qui s'en sortent le mieux puisqu'elles choisissent leurs amants parmi les hommes les plus fortunés du pays, qui leur offrent bijoux et belles demeures. C'est ainsi qu'en 1868, grâce à 1 ou 2 barons de Rothschild, au financier Édouard de Leclerc et au marchand d'art Georges Petit, Adèle Cossin est mise en mesure de s'offrir son hôtel particulier à l'angle de l'avenue des Champs-Élysées. Mais le demi-monde n'est pour elle qu'un tremplin. En effet, elle souhaite être reconnue pour son intelligence et non seulement pour sa beauté. Chaque semaine, elle organise chez elle des dîners réunissant des hommes politiques tels que Gambetta, des financiers et des artistes célèbres qui deviendront ses amis. Parmi eux, Léon Bonnat, Paul Baudry, Alexis-Joseph Mazerolle ou encore le célèbre Gustave Doré. Dans l'ombre, elle écoute, elle observe et apprend les rouages de la finance et du monde de l'art. Elle réalise alors des placements financiers judicieux en bourse qui lui rapportent des rentes évaluées à 80 millions de francs. Grâce à cela et malgré la misogynie du monde de l'art au XIXe siècle, elle participe à sa manière à l'âge d'or du collectionnisme bourgeois en Europe et aux États-Unis en se constituant une collection rivalisant avec celle des grandes fortunes masculines de la finance de l'époque comme les Rothschild, les Camondo ou encore les Pereire.
À propos de sa collection, elle dira un jour: chaque enfant naît avec sa valeur intrinsèque qui devient une vocation par la culture et quelquefois sans culture. Prenez-moi pour exemple. Mais le don que j'ai reçu en naissant est une rareté. C'est la nature qui a été prodigue envers moi en me donnant ce goût des belles choses qui m'entourent, et dans son admirable sagesse, elle a fait plus encore en me donnant l'intuition des affaires au point d'étonner les hommes compétents. C'est ceci qui m'a permis d'acheter très cher de belles œuvres qui font de ma demeure une des plus artistiques de Paris. En 1912, une partie de la collection Carcano sera mise en vente à la galerie Georges Petit à Paris pour 4 millions de francs. Elle sera qualifiée de plus grande vente de l'année. Les chefs-d'œuvre de la collection Carcano, parmi lesquels l'Allée des Châtaigniers de Théodore Rousseau, la Salomé d'Henri Regnault, la Belle Nanny de Véronèse ou encore la Mise au tombeau de Rubens, se trouvent aujourd'hui à l'abri dans des collections particulières et dans les grands musées internationaux tels que le Louvre, le Grand Palais ou encore le Metropolitan Museum de New York.